La montagne qui parle. La tempête descendait des montagnes comme une bête enragée, rugissante et aveugle, avalant le sentier sous des rideaux de pluie. Deux jeunes frères, Liam et Noah, 8 et 10 ans à peine, luttaient contre le vent, trempés jusqu'aux os, les doigts crispés l'un dans l'autre pour ne pas se perdre dans la fureur de la nuit. Le tonnerre éclatait au-dessus d'eux comme si le ciel lui-même se déchirait. Depuis des heures, ils marchaient sans repère, guidés seulement par la peur et la promesse lointaine d'un refuge qu'ils ne voyaient pas. Soudain, un grincement monta du brouillard, celui d'un vieux chariot qui avançait lentement, tiré par deux chevaux ruisselants. À l'avant, une lanterne oscillait, projetant des halos dorés dans la pluie. Un vieil homme tenait les rênes. Sa silhouette semblait taillée dans le bois et la fatigue, mais sa voix, lorsqu'il parla, fendit la tempête comme une lame. « Montez !» cria-t-il. « Vite !» Les garçons s'arrêtèrent, pétrifiés. Son regard brillant perçait la nuit, il n'y avait pas de cruauté dans ses yeux, mais une urgence presque désespérée. Tremblants, ils obéirent. L'homme claqua la langue, fouettant doucement les chevaux, et le chariot s'élança dans l'obscurité. À peine avaient-ils quitté le sentier qu'un grondement monstrueux éclata derrière eux, la montagne s'effondra dans un fracas de pierre et de boue, engloutissant l'endroit où ils se tenaient quelques secondes plus tôt. Le cœur battant, Noah se tourna vers le vieil homme. « Comment avez-vous su » murmura-t-il. Mais Ezra, car tel était son nom, resta silencieux, les yeux fixés sur la route invisible devant eux. Était-il leur sauveur ou porteur d'un destin plus sombre encore? La pluie redoublait. Le chariot cahotait, les roues s'enfonçant dans la boue, tandis que le vent hurlait sous la bâche trempée. À l'intérieur, les deux enfants grelottaient, recroquevillés sous une couverture de laine que le vieil homme leur avait jetée sans un mot. La lanterne, suspendue à un crochet, oscillait à chaque soubresaut, projetant sur le visage ridé d'Ezra des ombres mouvantes. « Monsieur, nos parents, ils sont encore là-bas » balbutia Noah d'une voix tremblante. « On s'est perdu sur le sentier. »« Il n'y a plus rien là-bas » répondit Ezra d'un ton sec sans tourner la tête. « Rien que de la boue et des pierres. » La montagne avertissait depuis des jours, mais personne n'écoute jamais. Liam serra plus fort le bras de son frère. « Mais notre mère, notre père ?»« Je vis ici depuis 63 ans, » coupa le vieil homme. « Quand la montagne parle, je l'écoute. » Il claqua doucement sa langue et les chevaux accélérèrent. « Vos parents savent marcher en montagne » demanda-t-il après un moment. Noah hocha la tête avant de se rappeler qu'Ezra ne pouvait pas le voir. « Oui, monsieur. Ils viennent chaque été. Alors ils auront eu le bon sens de chercher un abri. La montagne ne prend jamais ceux qui la respectent, dit-il, sa voix se radoucissant un peu. » Les frères échangèrent un regard incertain. Puis, soudain, une rafale violente fit tanguer le chariot. Les roues de droite quittèrent presque le sol, Ezra se pencha de tout son poids pour équilibrer le véhicule. Les chevaux hennirent, mais tinrent bon. « Comment saviez-vous pour l'éboulement » reprit Noah. Le vieil homme serra les rênes. Le silence s'installa, troublé seulement par le martèlement de la pluie sur la toile. « Quand on écoute assez longtemps, finit-on par entendre des choses » dit-il enfin. Il rajusta son chapeau détrempé. « Ma cabane n'est plus très loin. On attendra là-bas que la tempête se calme, puis on cherchera vos parents au matin. » Un éclair illumina les environs, révélant une petite maison de rondins appuyée contre le flanc de la montagne. La lumière dorée d'un feu vacillait derrière les vitres. « Il y a quelqu'un » chuchota Liam. « Non, » répondit Ezra. « J'ai juste laissé le feu allumé. » Il arrêta les chevaux, sauta à terre avec une agilité surprenante, puis les mena sous un appentis à l'abri du vent. Les garçons, trempés et transis, coururent jusqu'au porche. La porte grinça en s'ouvrant sur une chaleur bienvenue. L'intérieur était simple mais plein de vie, une grande cheminée de pierre, une table grossière, quelques étagères chargées de bocaux, de livres et d'objets étranges. L'air sentait la résine, la fumée et les herbes séchées. « Enlevez-moi ces vêtements trempés » ordonna Ezra en suspendant sa propre veste près du feu. Il fouilla dans un vieux coffre et leur lança 2 chemises de flanelle bien trop grandes. « Mettez ça pendant que vos affaires sèchent. » Les garçons obéirent, maladroits, pendant que le vieil homme s'affairait au foyer, ajoutant des bûches et suspendant une marmite au-dessus des flammes. Quelques instants plus tard, il posa devant eux 2 bols fumants et un pain noir coupé en tranches épaisses. « Mangez. La montagne sera calme au matin. » La méfiance céda vite à la faim. Le ragoût avait un goût sauvage et réconfortant, un mélange d'herbes, de gibier et de racines.
Après la première cuillerée, ils dévorèrent tout, les joues rouges de chaleur retrouvées. Ezra les observait en silence, une tasse fumante à la main, le regard profond sous ses sourcils broussailleux. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. « Noah, et lui c'est Liam » répondit l'aîné. « De bons noms » souffla Ezra. « Ancien, solide. » Liam, plus curieux, leva les yeux vers une étagère où reposaient de petites figurines de bois. « C'est vous qui avez sculpté ça » demanda-t-il. Le vieil homme suivit son regard. « Juste pour passer le temps » dit-il avec un demi-sourire. Il se leva, en prit une, et la posa sur la table, un cheval à la crinière levée, identique à ceux du chariot. « Tiens. Pour quand la nuit te semblera trop longue ?» Liam prit la sculpture dans ses mains. Le bois semblait vivant, chaque muscle gravé avec une précision incroyable, chaque courbe empreinte de mouvement. « Merci » murmura-t-il, un sourire timide éclairant enfin son visage. Ezra acquiesça, sans un mot de plus. « Reposez-vous maintenant. Le sol n'est pas si dur qu'il en a l'air. » Il leur étendit des couvertures devant le feu. Noah, à moitié endormi, jeta un dernier coup d'œil à la figurine dans les bras de son frère. Était-ce son imagination? Il lui sembla que le petit cheval dégageait une chaleur douce, un léger éclat doré sous la lumière mourante des braises. Puis tout s'éteignit. Le silence de l'aube était presque irréel après le vacarme de la nuit. Noah s'éveilla d'abord, troublé par un murmure. La pièce baignait dans la lueur grise du jour naissant. Le plafond de rondins, les odeurs de fumée et de pain, tout lui rappela qu'il n'était pas chez lui. À côté de lui, Liam dormait encore, serrant la figurine contre sa poitrine comme un trésor. Le vieil homme se tenait près de la fenêtre, immobile, la main posée sur le rebord. Il parlait à voix basse, mais les mots se perdaient. Noah retint son souffle, cherchant à comprendre. « Monsieur Ezra, à qui parlez-vous » demanda-t-il enfin. L'homme se retourna sans surprise. « Aux montagnes » répondit-il simplement. « Elles m'ont tenu compagnie trop longtemps pour que je les ignore au réveil. La tempête est finie. Elle se repose. » Noah se redressa, les yeux grands ouverts. « Il faut qu'on retrouve nos parents. » Ezra hocha la tête. « On ira. Mais d'abord, il faut manger. On ne cherche pas des gens l'estomac vide. » Il se pencha sur le feu, où mijotait une marmite. Une odeur de pain chaud et d'herbe emplit la pièce. Le garçon s'assit, observant le vieil homme avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il ne comprenait pas tout, mais quelque chose chez Ezra, cette sérénité étrange, lui donnait confiance. Dehors, la montagne se dressait, lavée par la pluie, majestueuse et silencieuse. Les nuages s'écartaient peu à peu, révélant les crêtes enneigées et les pins scintillants de rosée. Noah sentit une main rugueuse se poser sur son épaule. « Tes parents connaissent la montagne » dit doucement Ezra. « Et la montagne connaît ses enfants. Si tu l'écoutes, elle te guidera jusqu'à eux. » Le garçon hocha la tête, le cœur serré. Il ne savait pas si le vieil homme parlait en métaphore ou en vérité. Mais au fond de lui, une certitude naissait, il n'était pas tombé sur un simple étranger cette nuit-là. Quand Liam s'éveilla à son tour, Ezra leur tendit 2 gobelets de bois remplis d'une boisson tiède au goût de miel et de pain. La chaleur leur redonna force et courage. Dehors, les chevaux piaffaient, impatients de reprendre la route. Le ciel s'éclaircissait, un rayon doré glissant entre les branches. Avant de sortir, Liam serra la figurine contre lui. À cet instant, un éclat fugace illumina ses doigts, comme si le bois lui-même respirait. Ezra le vit et sourit. « Garde-le, petit. Ce n'est pas un jouet. C'est un souvenir de la montagne. Elle veille mieux que tu ne le crois. » Puis il ouvrit la porte. L'air frais du matin entra, empli d'odeurs de terre et de promesses. Le monde semblait neuf, lavé de toute peur. Leur marche vers l'inconnu allait recommencer, mais désormais, quelque chose avait changé, dans le silence entre 2 battements de vent, on aurait presque juré que la montagne murmurait leur nom. La lumière du matin filtrait à travers les fentes des volets, révélant l'intérieur singulier de la cabane. Ezra, silencieux, versait dans des bols une bouillie fumante qui sentait le bois et les herbes. Noah en profita pour observer plus attentivement l'endroit où ils avaient trouvé refuge. À la lueur du jour, l'étrangeté du lieu paraissait encore plus manifeste. Des bouquets d'herbes séchées pendaient des poutres du plafond, et sur des étagères s'alignaient des bocaux remplis de liquides de toutes les couleurs, des pierres, des plumes et même des os blanchis. Un vieux fusil, bien entretenu malgré son âge,
trônait au-dessus de la porte d'entrée comme un gardien silencieux. Mais ce qui retint surtout l'attention de Noah fut un grand parchemin jauni fixé au mur, juste en face de la cheminée. De là où il était assis, cela ressemblait à une carte, mais pas comme celle qu'il connaissait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, désignant le parchemin au moment où Ezra lui tendait un bol. L'homme jeta un regard distrait dans cette direction, comme s'il redécouvrait l'objet. « Oh, ça » répondit-il d'un ton vague. « Juste une vieille carte de la montagne. » Noah se leva, poussé par une curiosité qu'il ne parvint plus à contenir. De près, la carte révélait une topographie étrange, les sentiers et les vallées ne correspondaient à rien de ce qu'il avait vu lors de ses randonnées avec ses parents. Des symboles inconnus parsemaient la surface, et certaines zones portaient des inscriptions dans une langue qu'il ne pouvait déchiffrer. « Je n'ai jamais vu une carte pareille, murmura-t-il. Ces sentiers n'existent pas. Ezra eut un petit rire rauque. Peut-être que tu n'as simplement pas encore marché assez loin. Noah passa un doigt sur un tracé sinueux qui montait vers le sommet. Et ce symbole-là, demanda-t-il, pointant un dessin en forme de porte encerclée de cercles concentriques. Le visage d'Ezra changea imperceptiblement. Il le regarda plus intensément avant de répondre d'une voix basse. Ça, c'est le seuil, la passerelle entre ce qui est et ce qui pourrait être. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, répliqua Ezra en se détournant. Réveille ton frère, le jour file. À cet instant, la porte de la cabane s'ouvrit brutalement avec un claquement sec. Les deux garçons sursautèrent, mais Ezra ne bougea pas d'un pouce. Il jeta simplement un regard vers l'ouverture, comme s'il s'attendait à ce qu'on entre. Pourtant, il n'y avait personne, seulement une rafale de vent qui fit frémir les bords du parchemin et danser les flammes du foyer. Impatiente, ce matin, marmonna-t-il, s'adressant non pas aux enfants mais, semblait-il, à la montagne elle-même. Il sortit sur le perron, laissant Noah et Liam seuls dans la cabane. « Noah » appela la petite voix de Liam en se frottant les yeux. « Qu'est-ce qu'il se passe ?»« Je ne sais pas, » répondit Noah à mi-voix, « mais quelque chose cloche. Ezra et cet endroit ne sont pas normaux. » Liam baissa les yeux vers le petit cheval de bois qu'il tenait toujours. « Il est chaud, » dit-il à peine audible. « Et cette nuit, j'ai rêvé de chevaux courant sur des sentiers qui brillaient dans le noir. » Intrigué, Noah retourna à la carte. Avec Ezra dehors, il remarqua un détail qui lui avait échappé, au bas du parchemin, là où la montagne rejoignait la vallée, un petit mot à peine lisible indiquait Thornwood Camp, le même campement où ils étaient venus avec leurs parents. Mais sur la carte, le lieu était accompagné d'un symbole inquiétant, une ligne en zigzag semblable à un éclair frappant la terre. « Liam, viens voir » chuchota Théil. Le plus jeune s'approcha, serrant toujours son cheval de bois. Noah eut alors un hoquet de surprise, le jouet brillait faiblement, et sur la carte, un point de lumière identique scintillait au même instant, marquant un emplacement à mi-pente de la montagne. La porte grinça à nouveau. Ezra était revenu. Il observa la scène, les garçons, la carte, la lumière, et hocha lentement la tête. « On dirait que la montagne a quelque chose à vous montrer, » dit-il en attrapant son manteau. « Que voulez-vous dire » demanda Noah, l'angoisse perçant dans sa voix. Le vieil homme répondit d'un ton grave. « Je veux dire que vos parents n'ont pas été pris dans une tempête ordinaire. S'ils ont franchi une de ces portes qu'il ne faut pas ouvrir, alors il nous reste peu de temps pour les retrouver. » Ezra s'activa soudain, rapide malgré son âge. Pendant que les garçons avalaient leur bouillie, il fourra dans une besace de cuir usé des morceaux de viande séchée, du pain dur et plusieurs petits sachets d'herbe et de poudre. Il remplit une gourde d'eau claire issue d'un tonneau relié à un tuyau descendant du toit. « Enfilez ça » lança-t-il, leur jetant chacun un paquet de vêtements. « Vos affaires sont encore trempées, et là où on va, le coton, ça tue. » Les habits étaient anciens mais impeccables, pantalons de laine, chemise solide, gilet doublé de fourrure. Ils dégageaient une odeur de cèdre et de vieux temps. Noah constata qu'ils étaient presque à leur taille. « Vous aviez déjà accueilli des enfants ici » demanda-t-il en boutonnant sa veste. Ezra marqua une pause, les yeux perdus dans le vide. « La montagne fait venir ceux qui ont besoin d'être trouvés » répondit-il d'une voix énigmatique. « Parfois, c'est des jeunes. Parfois, c'est des vieux. Elle ne fait pas de différence. » De sa poche, il sortit une montre à gousset terni, suspendue à une longue chaîne. Le boîtier d'argent était gravé de motifs d'arbres et de montagnes, polis par les années. Il l'ouvrit, fronça les sourcils, la secoua doucement, puis la porta à son oreille. « Le temps coule autrement ici » murmura-t-il.
Surtout après une nuit comme celle d'hier. Que voulez-vous dire? Demanda Liam en essayant les bottes qu'Ezra lui avait données, elles aussi parfaitement ajustées. Au lieu de répondre, Ezra lui tendit la montre. Tiens-la un instant. Liam la prit avec précaution. Sous le verre jauni, les chiffres semblaient effacés, presque fantomatiques. Puis, lentement, l'aiguille des secondes se mit en mouvement, à rebours. Elle tourne dans le mauvais sens, s'étonna Théil. Mauvais sens, fit Ezra avec un léger sourire. Ou peut-être le seul sens juste. Il reprit la montre et la remit dans son gilet, tapotant le tissu d'un geste affectueux. C'était celle de mon grand-père. Elle ne marque l'heure véritable que quand la montagne se met à bouger. Bouger? Répéta Noah, incrédule. Vous verrez bien, répondit Ezra calmement. La montagne n'est pas qu'un amas de pierres. Elle respire, elle se déplace, parfois elle se replie sur elle-même. Il décrocha le vieux fusil au-dessus de la porte, vérifia la culasse et le chargeur, puis le passa sur son épaule. Restez près de moi, dit-il fermement. Marchez dans mes pas. Et ne touchez à rien que je n'ai touché avant vous. Il s'interrompit, le regard soudain plus sombre. Et si vous entendez quelqu'un vous appeler, que ce ne soit pas moi ni votre frère, vous n'écoutez pas. Quoi que vous entendiez. Compris? Les deux garçons acquiescèrent, frissonnant sans savoir si c'était le froid ou la peur. Quand ils sortirent, le monde semblait changer. La tempête avait lavé la terre, laissant derrière elle un éclat presque surnaturel. La rosée perlait sur chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque aiguille de pin, transformant la montagne en un kaléidoscope de lumière. Le silence avait quelque chose de sacré. Autour d'eux, la forêt s'élevait comme une cathédrale de pins et de sapins, leurs branches tissant au-dessus de leur tête une voûte verte où filtraient des rayons dorés. Ezra s'arrêta, se tourna vers Liam et lui fit signe de sortir le petit cheval. Le jouet demeura inerte, puis, lorsque l'enfant le pointa vers un étroit sentier qui s'enfonçait dans la montagne, il se réchauffa soudain dans sa paume. Une faible lueur vibra au niveau de ses yeux sculptés. Par là, dit Liam d'une voix assurée. Ezra hocha lentement la tête, sans la moindre surprise. Le nez de ce cheval a été taillé dans une branche du plus vieil arbre de la montagne, expliqua-t-il. Elle garde encore une part d'elle-même dans ce bois-là. Les garçons échangèrent un regard mêlé d'effroi et d'émerveillement. Devant eux, la montagne se dressait, majestueuse et redoutable, comme une entité endormie qui s'apprêtait à se réveiller. Et, tandis qu'ils s'engageaient sur le sentier, Noah sentit que chaque pas les éloignait du monde qu'il connaissait et les menait vers un mystère que ni le temps, ni la raison ne sauraient expliquer. Ils s'engagèrent sur le sentier, qui devint bientôt plus raide, plus incertain, comme si la montagne elle-même voulait effacer ses propres chemins. Noah suivait de près Ezra, tandis que Liam fermait la marche. Le garçon remarqua que le vieil homme jetait sans cesse un œil à la montre de son grand-père, son visage se tendant un peu plus à chaque regard. « Qu'est-ce que vous cherchez » finit par demander Noah. Des glissements de temps, répondit Ezra sans lever les yeux. Des endroits où hier et demain se mêlent à aujourd'hui. Tes parents ont peut-être franchi l'un de ces passages. Noah secoua la tête. C'est impossible. Ezra s'arrêta net et planta son regard dans celui du garçon. Écoute, fiston. Ici, dans ces hauteurs, le mot impossible n'est qu'un sentier que tu n'as pas encore emprunté. Vos parents, ce sont des scientifiques, pas vrai? Papa est anthropologue, admit Noah. Il étudie les cultures anciennes et les artefacts. Maman, elle, est géologue. L'expression d'Ezra s'assombrit. Je m'en doutais. Ils sont montés ici pour trouver quelque chose de précis, n'est-ce pas? Noah hésita, puis hocha la tête. Papa cherchait des légendes de la montagne, quelque chose à propos de portes dans le temps. Des seuils, corrigea Ezra, appuyant sur le mot comme s'il portait un poids secret. Et ces seuils sont aussi réels que toi et moi. Il sortit la montre de sa poche, les aiguilles tournaient à toute vitesse, à rebours, et le tic-tac s'était transformé en un bourdonnement continu. On s'en approche, dit-il gravement. Restez attentifs, les garçons. À partir d'ici, ne croyez rien de ce que vos yeux vous montrent sans le confronter à ce que vous ressentez. À peine eut-il prononcé ces mots qu'une brume s'éleva du sol, s'enroulant autour des arbres en volutes étranges. Et du fond de ce brouillard monta une voix qui figea les deux frères, celle de leur mère, les appelant par leur prénom. « Maman » cria Liam, prêt à s'élancer. Mais le bras d'Ezra se tendit aussitôt, bloquant le garçon avec une force inattendue. « Ce n'est pas ta mère, »
dit-il d'une voix basse et urgente. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les voix? Mais, elle lui ressemble exactement. Protesta Noah, le cœur serré, sans toutefois bouger. Quelque chose dans le ton d'Ezra le clouait sur place. Bien sûr qu'elle lui ressemble, grogna le vieil homme. C'est ainsi qu'elle t'attire. Il fouilla dans sa besace et en sortit un petit objet enveloppé d'un tissu rouge passé. Il le déplia avec soin, c'était un miroir, mais sans verre. Sa surface, un bloc de pierre noire polie, semblait absorber la lumière autour d'elle. Verre d'ombre, expliqua Ezra. Il montre ce qui est vraiment là, pas ce qui veut te faire croire qu'il s'y trouve. Les garçons se penchèrent derrière lui pour regarder. Dans le reflet, la brume se transforma. Ce n'était plus une simple vapeur blanche, mais une masse grouillante de ténèbres, des tentacules d'ombre s'étendant vers eux avec une lenteur prédatrice. Au centre, une silhouette blafarde, démesurée, aux membres articulés de trop de jointures, se mouvait dans un silence horrifiant. Liam étouffa un cri et recula d'un bond. Noah sentit son souffle se bloquer. Un marche-brume, dit Ezra en rangeant le miroir. Il sortit de sa ceinture une petite bourse et en jeta le contenu des herbes mêlées à ce qui semblait être du sel en un demi-cercle devant eux. Ils ne franchissent pas la sauge de montagne ni la limaille de fer. Puis il leur fit signe de le suivre, contournant la zone par un passage abrupt noyé d'arbustes. Derrière eux, la voix de leur mère se fit plus implorante, puis s'éteignit, avalée par le vent. Ce n'est qu'alors qu'Ezra sembla relâcher un peu la tension de ses épaules. C'était quoi, cette chose? Demanda Noah d'une voix tremblante malgré lui. Une des créatures les moins amicales de la montagne, répondit Ezra. Elles se nourrissent de confusion et de peur. Elles prennent les formes que ton esprit chérit pour mieux t'attirer. Il y en a d'autres, demanda Liam, serrant son cheval de bois contre lui. Oh, il y en a de toutes sortes. La montagne a ses lumières et ses ombres, comme partout ailleurs. Le secret, c'est de savoir lesquelles aident et lesquelles blessent. Il jeta un regard appréciateur aux deux frères. Vous vous êtes bien débrouillés. La plupart des gens se seraient précipités dans ses bras. Ils continuèrent leur ascension. Le sentier se rétrécissait, les arbres se rapprochaient, et parfois Ezra s'arrêtait pour consulter sa montre ou rectifier la direction. Le petit cheval que Liam tenait semblait tiède, ses yeux sculptés paraissant fixer le chemin à venir. Après une longue montée, Noah demanda, haletant. « Ezra, vous avez toujours vécu sur cette montagne ?» L'homme s'immobilisa. « Je suis né dans la vallée. Je suis monté jeune. Et je n'en suis plus jamais redescendu. »« Jamais seul ?» osa Liam. Une ombre passa sur le visage buriné du vieil homme. « Pas toujours, » répondit-il simplement, avant de reprendre sa marche. Ils atteignirent enfin une crête d'où la vue s'ouvrit soudain sur une petite vallée parfaitement circulaire. En son centre se dressait un chêne gigantesque, son tronc plus large que la cabane d'Ezra, ses branches couvrant presque tout l'espace. Malgré la saison, son feuillage restait d'un vert éclatant, frémissant dans un vent qui semblait ne souffler qu'à l'intérieur de ce cercle. Le chêne des murmures, dit Ezra avec révérence. La plus vieille chose vivante de la montagne. C'est magnifique, souffla Noah. Et c'est un portail, ajouta Ezra. Tes parents auraient été attirés ici s'ils cherchaient des seuils. Un portail vers où? Demanda Liam. La question n'est pas vers où, mais vers quand, répondit Ezra. Il sortit de nouveau le verre d'ombre et observa la vallée à travers sa surface obscure. Pas de marche-brume, au moins. Allons-y. Mais restez près de moi, le temps joue ses propres tours autour du vieux chêne. Ils descendirent dans la vallée. L'air se fit plus doux, presque tiède. Sous leurs pas, l'herbe était dense, parsemée de petites fleurs blanches que Noah n'avait jamais vues dans aucun manuel de botanique. En approchant du tronc monumental, il remarqua des symboles gravés dans l'écorce les mêmes que sur la carte accrochée dans la cabane. « Papa est passé par ici, » dit-il soudain, désignant une marque récente, une flèche minuscule avec 3 entailles. Ezra examina la marque, puis sa montre, dont les aiguilles s'étaient arrêtées. Tout récent. Moins d'un jour, selon le temps de la montagne. Il leva les yeux vers le soleil. Quand nous traverserons, il nous faudra le verre. Le chêne ne plie pas seulement l'espace, il déforme aussi la perception. Traverser? Répéta Liam, les yeux agrandis. À travers l'arbre, oui, confirma Ezra d'un ton grave. C'est la seule manière de suivre vos parents. Ils ont franchi un seuil plus profond dans la montagne. Il s'accroupit face à eux,
les regardant droit dans les yeux. Dernière chance de rebrousser chemin. De l'autre côté, rien ne ressemble à ce que vous connaissez. Les deux frères échangèrent un regard. Une seule pensée les unissait, leurs parents. Noah parla pour eux deux. Nos parents ne nous auraient jamais laissés. Nous ne les laisserons pas non plus. Un éclat de respect brilla dans les yeux du vieil homme. Alors tenez-vous bien l'un à l'autre. Et garde ton cheval près de toi, petit. Quoi qu'il arrive, ne lâchez rien. Ezra posa ses mains calleuses sur l'écorce du chêne, suivant du bout des doigts les gravures anciennes. Il murmura des mots dans une langue que les garçons ne connaissaient pas, à chaque syllabe, les symboles scintillaient d'une lumière bleutée. Enfin, il appuya sa paume sur un motif en spirale au centre du tronc. L'arbre se souvient de vos parents, dit-il à mi-voix. Il les appelle le savant et la femme de pierre. Ils sont passés hier, au clair de lune. Comment un arbre peut-il se souvenir, demanda Noah, la curiosité scientifique prenant le pas sur la peur. De la même façon qu'il se souvient de la première pluie qu'il a nourrie il y a 5 siècles. Ses racines vont plus loin que la terre, répondit Ezra. Puis il fouilla dans sa besace et en sortit un objet circulaire de la taille de sa paume. Ce n'était pas une boussole ordinaire, le cadran était orné d'une rose complexe, dont les aiguilles en laiton, en cuivre, en os et en argent vibraient doucement. Rose des sentiers, expliqua Ezra. Elle ne pointe pas vers le nord, mais vers ce dont on a le plus besoin. L'aiguille d'argent tourna lentement, puis s'arrêta, dirigée droit vers le chêne. Pour l'instant, elle montre le seuil. Il tendit l'instrument à Noah. Tu es l'aîné. C'est à toi de la porter. Noah prit la rose avec précaution. Le métal dégageait une chaleur douce, presque vivante. En la tenant, il vit l'aiguille frémir légèrement, se calant sur l'endroit précis du tronc où Ezra avait posé la main. La traversée est simple, mais déconcertante, expliqua le vieil homme. Quand nous entrerons, tu sentiras qu'on te tire en plusieurs directions. C'est le seuil qui te met à l'épreuve. La rose t'aidera à garder ton cap si tu te concentres sur elle. Son regard se fit plus grave encore. Et quoi que tu vois de l'autre côté, agis comme si tu étais à ta place. La montagne c'est quand tu as peur. Comment une montagne peut-elle savoir, demanda Noah. Ezra eut un léger sourire. De la même manière que ton cœur bat sans que tu lui ordonnes de le faire. Certaines connaissances sont plus vieilles que la pensée. Il se redressa. Prêt? Les garçons hochèrent la tête, le ventre noué. Liam serrait son cheval de bois d'une main et la manche de son frère de l'autre. Noah, lui, tenait la rose devant lui comme un talisman, l'aiguille d'argent immobile, pointée vers le cœur de l'arbre. Ezra posa ses deux mains sur la spirale. Pendant un instant, rien ne se produisit. Puis, lentement, l'écorce commença à onduler comme la surface d'un étang. Le bois devint translucide, et au-delà, ils virent un autre monde, une forêt noyée dans une lumière bleue crépusculaire, alors que le soleil brillait encore au-dessus de la vallée. Restez tout près, murmura Ezra. Et sans la moindre hésitation, il franchit le chêne et disparut dans sa lumière mouvante. Alors qu'ils approchaient du tronc, Noah s'attendait à sentir l'écorce dure sous ses mains, mais au lieu de cela, Ezra passa à travers comme une ombre dans la fumée. Son corps sembla se dédoubler, visible un instant des deux côtés avant d'être entièrement absorbé par la lumière bleue qui vibrait au-delà. Noah déglutit, le cœur battant. Il serra la main de son frère. Ensemble, murmura-t-il. Ils firent un pas, puis un autre, et franchirent le seuil. Noah eut la sensation qu'une eau glacée coulait sur sa peau, suivie d'une résistance étrange, presque consciente comme si l'arbre décidait s'il allait les laisser entrer. Dans sa paume, la rose des vents chauffa soudain, son aiguille d'argent se mit à luire d'un éclat éblouissant. Puis tout céda, et ils basculèrent dans un crépuscule silencieux. Ce n'était plus la forêt qu'ils connaissaient. Les arbres ici semblaient d'un autre monde, gigantesques, leurs troncs recouverts d'une écorce pâle qui émettait une lueur douce, presque respirante. Sous leurs pieds, un tapis de mousse phosphorescente s'illuminait à chacun de leurs pas, laissant derrière eux des empreintes lumineuses qui s'effaçaient lentement. Au-dessus, un ciel indigo sans soleil ni étoile pesait sur la voûte des branches. Ezra se tenait un peu plus loin, immobile, son visage grave. « Bienvenue dans la montagne profonde, dit-il d'une voix basse. Nous avons franchi le pli. C'est la nuit ici, chuchota Liam, émerveillé. Pas la nuit, répondit Ezra. Juste une autre lumière. Ici, le temps ne coule pas droit, il glisse de côté.
Noah baissa les yeux vers la rose des vents, l'aiguille d'argent s'était éteinte, mais une autre, de cuivre, vibrait doucement et pointait plus loin, vers le cœur lumineux de la forêt. Dans sa vision périphérique, Noah crut percevoir des mouvements furtifs, des ombres glissant entre les troncs, trop rapides pour qu'il puisse les fixer. « Ezra, il y a quelque chose dehors. » « Bien des choses, » répondit l'homme. « Les veilleurs. Ils observent les nouveaux venus. Ils sont curieux, rarement dangereux, tant qu'on respecte leur territoire. » Il désigna la rose des vents. « Que indique-t-elle » demanda Noah. « Notre route, » dit Ezra. « Tes parents sont passés par là. Leur trace est encore fraîche. Le temps ne s'écoule pas pareil pour eux, peut-être qu'à leurs yeux, ils viennent à peine de partir. » Il ajusta son sac et ajouta. « Restez près de moi. Ici, nous ne faisons que traverser. » Ils s'engagèrent plus avant. Noah remarqua que le cheval de bois que tenait Liam avait changé, sa crinière sculptée semblait frémir sous un vent invisible, et ses yeux luisaient d'une lumière intérieure. Les deux frères échangèrent un regard mêlé de crainte et d'émerveillement avant de suivre Ezra dans la forêt éthérée. Autour d'eux, la montagne profonde semblait respirer. À mesure qu'ils avançaient, Noah sentait de plus en plus intensément qu'ils étaient observés non pas avec hostilité, mais comme on contemple des créatures curieuses dans un jardin. Il entrevoyait parfois des silhouettes fines et élancées glissant entre les arbres lointains, présentes une seconde puis disparues aussitôt. « Ne fixe pas, » murmura Ezra. « Les veilleurs n'aiment pas qu'on les regarde droit. Ils trouvent cela impoli. » Liam marchait entre eux, serrant toujours son cheval lumineux. « Il devient plus chaud, » observa-t-il. Ezra hocha la tête. « C'est normal. Plus on descend, plus les choses s'animent. Même celles qui ne vivent pas dans le monde d'en haut. » Ils suivirent la rose des vents pendant ce qui leur sembla des heures, bien que la lumière ne changeât jamais. Le crépuscule demeurait éternel, suspendu comme le battement figé d'une montre arrêtée. Finalement, ils débouchèrent dans une clairière. Un cercle parfait de pierres blanches s'y dressait, haute jusqu'à la taille des garçons. Au centre, un bassin miroitait, si calme qu'il reflétait le ciel indigo comme un miroir poli. « Le bassin miroir » dit Ezra avec respect. « Endroit idéal pour se reposer et écouter. »« Écouter quoi » demanda Noah. « Les échos » répondit-il simplement. « Cette clairière se souvient. » Ezra s'accroupit au bord de l'eau et posa son sac. Il plongea la main sans troubler la surface, le liquide sembla s'écarter pour lui, docile. Quand il la retira, il tenait une pierre ronde, presque transparente, traversée de filaments bleus et violets qui dansaient à l'intérieur. « Une pierre d'écho » expliqua-t-il doucement. « Elle garde les sons des événements passés. » Il fit signe au garçon de s'asseoir. « Peut-être qu'elle nous dira ce qui est arrivé à vos parents. » Liam s'installa en tailleur sur la mousse douce, Noah posa la rose des vents sur ses genoux, l'aiguille de cuivre tournoyait paresseusement, comme si le temps lui-même prenait un souffle. Ezra referma ses mains sur la pierre et ferma les yeux. Ses lèvres murmurèrent des mots que Noah ne comprenait pas, l'air vibra légèrement. La pierre s'illumina d'un bleu-violet profond, palpitant comme un cœur vivant. Puis des voix s'élevèrent, d'abord lointaines, puis de plus en plus nettes. « C'est forcément artificiel, Marc », disait une femme d'un ton tendu mais exalté. « Ces formations ne peuvent pas être naturelles. »« C'est cohérent avec le folklore », répondit un homme, enthousiaste. « Des portes entre les instants, c'est ainsi que les anciens les appelaient. Mais je n'aurais jamais imaginé une telle sophistication. Regarde, ces symboles correspondent à des alignements astronomiques de 3 époques différentes. Fais attention à l'équipement, les lectures électromagnétiques sont hors normes. Et Elena, regarde cette marque, elle correspond à l'artefact trouvé dans la vallée l'été dernier. » Liam écarquilla les yeux. « C'est eux. Maman et papa. » Ezra hocha lentement la tête sans rompre sa concentration. Les voix continuaient. « Le passage s'activera ce soir, pendant l'alignement lunaire, disait leur père. Si mes traductions sont exactes, il faut... » Un grondement coupa la phrase, un tonnerre lointain, mais plus profond, vibrant dans la terre elle-même. « Marc, on devrait retourner chercher les garçons, » s'écria leur mère. « Impossible, répondit-il. L'alignement n'a lieu qu'une fois tous les 70 ans. On sera rapide, 1 heure tout au plus. Le campement est sûr, Noah est assez grand pour veiller sur Liam. Je n'aime pas ça, quelque chose ne va pas ici. Elena, c'est la découverte d'une vie. Un soupir. D'accord.
Mais au premier signe de danger, on rebrousse chemin. Leurs voix s'estompèrent, remplacées par le cliquetis d'appareils déplacés, puis un bourdonnement qui enfla jusqu'à devenir insoutenable. Un craquement électrique, un cri, et le silence. Ezra rouvrit les yeux, la pierre perdit sa lumière. Ils ont traversé un seuil, dit-il gravement. Mais pas celui-ci. Un plus profond. Noah baissa la tête. Ils nous ont laissés, pour une découverte. Ils n'avaient pas voulu de mal, ajouta Liam, la voix serrée. Ezra remit la pierre dans l'eau, elle coula sans laisser d'onde. Ne leur en veux pas trop, murmura-t-il. Les seuils altèrent le jugement. Ils rendent le passage plus important que tout le reste. Et puis, on dirait qu'ils comptaient revenir vite. Si ce n'est pas le cas, quelque chose a mal tourné. Qu'est-ce qui a pu leur arriver, demanda Noah, la peur remplaçant la colère. Bien des choses, répondit Ezra d'un ton sombre. Aucune simple. Voilà pourquoi nous devons continuer. Plus ils restent là-dedans, plus il sera difficile de les ramener. Noah regarda de nouveau la rose des vents, l'aiguille de cuivre, immobile à présent, désignait une ouverture entre les pierres, une sente étroite qui descendait vers une vallée noyée de brume. C'est par là, n'est-ce pas? Ezra acquiesça. La vallée des brumes. Restez très près de moi. Cet endroit aime séparer ceux qui s'y aventurent. Ils quittèrent la clairière. Liam se retourna une dernière fois vers le bassin miroir, les yeux pleins de tristesse. Tu penses qu'ils seraient quand même partis, s'ils avaient su, demanda-t-il doucement. Noah ne répondit pas. Il lui prit simplement la main. Ensemble, ils suivirent Ezra vers la vallée noyée de brouillard. Le petit cheval de bois rayonnait d'une clarté toujours plus vive, comme s'il voulait leur ouvrir le chemin. La descente fut périlleuse. Ce qui semblait de loin une pente douce s'avéra être un sentier abrupt, taillé à même la montagne. Ezra avançait avec la sûreté d'un homme qui connaissait chaque pierre. Parfois, il tendait la main pour retenir l'un des garçons quand le sol se dérobait sous leurs pas. Plus ils descendaient, plus la brume s'épaississait. Elle s'enroulait d'abord autour de leurs chevilles, puis les engloutit entièrement. Ce n'était pas une simple vapeur, elle paraissait consciente, se repliant sous la main d'Ezra mais s'étirant vers les enfants en volute curieuse. Restez à portée de bras, prévint Ezra, sa voix étouffée par le brouillard. La vallée aime collectionner les choses. Surtout les jeunes. Collectionner? Répéta Liam, tremblant. Il serra son cheval lumineux contre lui, tandis que les ombres du brouillard semblaient s'animer, chuchotant entre elles. Autour d'eux, la montagne respirait encore mais cette fois, son souffle portait une promesse, celle du mystère, et peut-être du danger. Et dans cette lumière suspendue entre deux mondes, 3 voyageurs continuaient de descendre, guidés par une aiguille de cuivre et la fragile espérance de retrouver ceux qu'ils aimaient. La figurine qu'ils tenaient diffusait une lueur douce, dessinant autour d'eux une bulle fragile de clarté au milieu du brouillard. Ceux qui s'aventurent seuls ici, murmura Ezra d'une voix grave, ne retrouvent pas toujours le chemin du retour, du moins, pas sous la même forme qu'à l'entrée. Noah garda les yeux fixés sur la rose des vents. L'aiguille de cuivre persistait à pointer droit devant, indifférente à la brume mouvante qui tordait l'espace et avalait le sentier. Je crois qu'on approche de la sortie, dit-il, remarquant que l'aiguille tremblait légèrement. À peine avait-il parlé que le brouillard se fendit soudain, dévoilant une petite clairière où la brume semblait refuser d'entrer. En son centre s'élevait un ancien arc de pierre, à moitié enfoui dans la terre, comme si la montagne elle-même avait poussé autour de lui au fil des siècles. Les blocs qui le composaient étaient immenses, gravés de symboles semblables à ceux du grand chêne et de la carte d'Ezra, mais plus complexes, plus précis. Malgré son âge apparent et les lianes qui s'y accrochaient, la structure demeurait intacte, chaque pierre à sa place, parfaitement préservée contrairement à la porte vivante du chêne. Sous l'arche, l'air paraissait solide, une simple ouverture sur le vide et la vallée de brume qui s'étendait au-delà. Le seuil, dit Ezra avec une révérence presque religieuse en s'approchant. L'un des plus anciens de la montagne. Noah observa les motifs gravés. Une impression de familiarité le saisit. On dirait les symboles que mon père étudiait, souffla-t-il. J'ai vu des dessins semblables dans ses carnets. Ton père en avait trouvé des fragments, répondit Ezra. Des pièces éparses d'un puzzle plus vaste. Voici la source, l'original. Liam plissa les yeux vers l'ouverture vide. Mais ça ne mène nulle part, fit-il remarquer. On dirait juste une porte vers le rien. Ça en a l'air seulement, répondit Ezra en ôtant son chapeau. Le seuil ne s'ouvre qu'à la bonne clé, un moment précis,
une intention juste, ou bien, ajouta-t-il en jetant un regard vers le cheval de bois dans la main de Liam. La compréhension se fit dans le regard de Noah. Les artefacts, ce sont les clés, n'est-ce pas? Certains, oui. D'autres servent de guide ou de gardien, confirma Ezra. La montagne les façonne pour ceux qui doivent en parcourir les profondeurs. Tes parents ont sans doute utilisé leurs recherches pour activer ce passage, en le synchronisant avec l'alignement lunaire dont ils parlaient. Et nous, demanda Noah. On peut l'ouvrir de la même manière? Pas besoin, répondit Ezra. Ils ont déjà franchi le seuil. Leur trace est encore inscrite dans la pierre. Nous pouvons suivre leur passage. Il désigna le cheval sculpté. Voilà notre clé. Le cheval connaît toujours le chemin vers son cavalier. Liam baissa les yeux. La figurine était désormais si chaude qu'elle aurait dû lui brûler la paume, mais elle ne faisait que vibrer doucement, comme un cœur vivant. Que dois-je faire? Lève-la vers la pierre du centre, indiqua Ezra. La clé de voûte, celle avec le motif en spirale. Liam hésita, puis avança d'un pas. Noah eut un réflexe pour le retenir, mais se ravisa, il devait lui faire confiance. Le jeune garçon se hissa sur la pointe des pieds et leva le cheval de bois vers la pierre. Aussitôt, les deux objets se mirent à briller d'une lumière intense. La spirale commença à tourner, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. L'espace vide sous l'arche se troubla comme la surface d'une eau qu'on effleure, puis se replia sur lui-même, dévoilant un paysage impossible. Devant eux s'étendait une vaste plaine d'herbes argentées et bleutées qui ondulaient jusqu'à des montagnes lointaines, tremblantes comme des mirages. Le ciel, d'un ambre profond, n'avait ni soleil ni source visible de lumière. Sur le sol, des ombres allongées glissaient sans qu'aucun être n'en soit la cause. L'ailleurs, murmura Ezra, la voix chargée d'une solennité nouvelle. Vos parents sont là-bas, quelque part. Mais écoutez-moi bien, une fois que nous aurons franchi ce seuil, le retour deviendra beaucoup plus difficile. La vallée des brumes obéit encore aux lois de la montagne. Au-delà, c'est un autre monde. Noah regarda la rose des vents. L'aiguille de cuivre s'était figée, mais la pointe d'os s'était mise à briller, dirigée droit vers l'arche. Nous n'avons pas le choix, dit-il, les yeux ancrés dans ceux d'Ezra. Ce sont nos parents. L'ancien le contempla longuement avant d'acquiescer. Gardez le cheval et la boussole près de vous. Ce sont vos ancres désormais. Il resserra les sangles de son sac et se tourna vers le passage. Je passe en premier. Comptez jusqu'à 3, puis suivez-moi. Ne vous arrêtez pas sous l'arche, ne regardez pas en arrière. Traversez droit devant, d'un seul élan. Compris? Les deux frères hochèrent la tête. Ezra s'engagea dans la lumière mouvante. Son corps se déforma, étiré par une force invisible, puis disparut. Noah prit la main de Liam, la rose des vents serrée dans l'autre. 1, dit-il d'une voix tremblante. 2, 3. Acheva Liam, et ils plongèrent ensemble dans l'inconnu. Le passage les happa comme une marée. Noah eut l'impression d'être déchiré puis recomposé, son esprit étiré à travers 1000 lieues à la fois. Pendant un instant suspendu, il sentit son être fragmenté, dilaté à travers d'innombrables possibles. Puis tout se recolla, brusquement. Il se retrouva debout dans l'herbe d'argent, l'air vibrant autour de lui. Liam chancela à ses côtés, pâle et hébété. C'était bizarre, balbutia le plus jeune, sa voix résonnant étrangement, comme venue à la fois de sa bouche et de quelque part derrière lui. Ezra les attendait quelques pas plus loin, immobile, comme s'il avait traversé sans effort. Ses yeux balayaient le paysage avec vigilance. Respirez profondément, dit-il calmement. Le passage agit différemment sur chacun. La sensation va s'estomper. Noah tenta de s'orienter, mais la perspective semblait défier toute logique. Les montagnes lointaines paraissaient à la fois proches et inatteignables. L'air, tiède et doré, baignait tout d'une lumière sans ombre. Seules persistaient ces silhouettes mouvantes des ombres sans corps, errant à la surface de l'herbe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en les désignant du doigt. « Ne montre pas » gronda Ezra aussitôt. « Ces ombres ont leur propre attention. Il vaut mieux ne pas l'attirer. » Noah baissa précipitamment la main. Dans sa paume, la boussole avait changé, la pointe d'os brillait d'une lueur pâle, indiquant une direction vers une ligne d'arbres étranges au loin. « C'est par là » demanda-t-il. « Ça colle » répondit Ezra. Les arbres frontières marquent les transitions de territoire, dans ce monde-ci. Ils se mirent en marche.
L'herbe s'écartait devant eux comme une mer silencieuse et se refermait aussitôt, effaçant toute trace de leur passage. Noah remarqua que les sons eux-mêmes semblaient déréglés, leur pas résonnaient avec un léger retard, tandis que le chant d'un oiseau ou le souffle du vent leur parvenait instantanément, comme si la distance n'existait plus. À mesure qu'ils approchaient de la lisière, Noah comprit pourquoi les arbres paraissaient étranges. Ils ne se contentaient pas de se balancer au vent, ils bougeaient réellement, glissant lentement d'un point à un autre, se réarrangeant dans une danse silencieuse et ordonnée. Les arbres changeant, expliqua Ezra en s'arrêtant au bord du bois. Gardiens des frontières. Ils n'aiment guère les intrus, mais nous laisserons passer si nous leur montrons du respect. Les troncs étaient fins, argentés, leur écorce fluide miroitant comme du mercure liquide. À la place des feuilles, des milliers de cristaux minuscules s'entrechoquaient doucement, produisant une musique étrange, à la fois fragile et envoûtante. « Comment leur montre-t-on du respect » demanda Liam, fasciné. « Par une offrande » répondit Ezra en ouvrant sa besace. Il en sortit une petite bourse et en fit couler dans sa paume plusieurs graines scintillantes comme du métal poli. La forêt réclame un échange pour le passage. Tenez, prenez-en quelques-unes chacun. Il leur distribua les graines. Quand je vous le dirai, jetez-les au pied de l'arbre le plus proche. Ensuite, fermez les yeux et pensez à un souvenir, quelque chose de vrai, d'important pour vous. L'arbre goûtera le souvenir sans vous le voler. C'est sa manière d'évaluer l'intention. Les arbres lisent les pensées, demanda Noah, incrédule. Pas exactement. Ils perçoivent la forme des émotions, la gravité du souvenir, répondit Ezra. Prêt ? Les garçons hochèrent la tête, crispant leurs doigts autour des graines. Ezra s'approcha du premier arbre mouvant. Aussitôt, celui-ci s'immobilisa, orientant son tronc vers lui comme s'il le regardait, bien qu'il n'eût ni visage ni yeux. Ezra lança ses graines à son pied et ferma les yeux. Pendant plusieurs secondes, il demeura immobile. Les cristaux du tronc se mirent à tinter plus fort, produisant une cascade de son clair. Puis lentement, l'arbre se déplaça de côté, ouvrant un passage dans la barrière vivante. « À vous, » dit Ezra. « Un à la fois. » Noah d'abord. Le garçon s'avança, sentant sur lui le poids silencieux du regard de la forêt. Il lança les graines, ferma les yeux et se concentra sur un souvenir d'une nuit d'été où ses parents lui avaient appris à reconnaître les constellations au sommet de la montagne. Une pression douce effleura son esprit, comme des doigts tournant les pages d'un livre intérieur. Puis la sensation s'éloigna. Les cristaux de l'arbre produisirent une brève mélodie, presque un rire, et le tronc glissa sur le côté, élargissant encore le passage. Vint le tour de Liam. Le plus jeune resta un long moment immobile, les graines serrées dans la main. Son souffle tremblait. Enfin, il fit un pas en avant, leva la main et laissa les graines tomber au pied de l'arbre suivant. La mémoire qu'il avait offerte semblait avoir satisfait les arbres. Les carillons suspendus aux branches tintèrent d'une manière qui ressemblait presque à une approbation, et le sentier s'élargit encore davantage. « Ils ont accepté notre passage » déclara Ezra d'une voix grave. « Mais avançons vite, et ne touchons à rien. Le seuil s'est refermé derrière nous, il n'y a plus de retour possible. » Sous sa conduite, ils s'enfoncèrent dans la forêt mouvante. Les arbres paraissaient glisser à la lisière de leur champ de vision, se déplaçant subtilement pour maintenir devant eux un couloir changeant qui menait toujours plus profondément vers le cœur du bois. Pourtant, à chaque pas, ceux qui se trouvaient au-delà demeuraient invisibles, comme si la forêt refusait de se dévoiler entièrement. Le tintement cristallin formait une symphonie fluide, en constante métamorphose, qui semblait suivre leurs pas comme une respiration vivante. « Restez juste derrière moi », prévint Ezra sans se retourner. Les arbres séparent les voyageurs distraits. Une fois perdus dans la forêt changeante, il peut falloir des années pour en ressortir, s'ils en ressortent un jour. Noah, le souffle court, gardait les yeux rivés sur le dos de l'homme. Dans sa main, le compas de cuivre vibrait, la pointe d'os oscillant au rythme de leurs pas. De l'autre, il tenait fermement la manche de Liam, refusant de le lâcher. La pointe d'os les guidait toujours vers l'avant, mais parfois, elle vacillait, comme troublée par le mouvement perpétuel du paysage. « C'est encore loin » murmura Liam, sa voix à peine audible parmi le carillon des branches. « C'est la forêt qui décide » répondit Ezra. « Nous sommes ses invités maintenant, et c'est elle qui fixe les règles. » Tout en avançant, Noah commença à apercevoir, entre les troncs mouvants, des images fugitives, des fragments d'autres lieux, d'autres temps peut-être. Une cabane semblable à celle d'Ezra, mais neuve, fraîchement bâtie.
Un jeune homme qui ressemblait étrangement à Ezra dans sa jeunesse serrant une femme aux cheveux sombres. Des enfants jouant au bord d'un ruisseau de montagne, éclaboussés de lumière. Et puis, plus troublant encore, la vision de leurs propres parents, debout devant une arche de pierre différente, sans se douter des silhouettes obscures qui s'approchaient dans leur dos. « Ezra » s'écria Noah, la gorge serrée. « Je les ai vus. Maman et papa, là, entre les arbres. » « Ce n'est pas réel » prévint Ezra sans ralentir. La forêt montre des échos, des possibilités. Pas ce qui est. Ne te laisse pas tromper. Mais avant qu'il ait fini de parler, un nouveau sentier s'ouvrit brusquement sur leur droite. Le compas dans la main de Noah s'illumina d'une clarté soudaine, sa pointe osseuse pivotant résolument vers cette direction. Le compas, il veut qu'on aille là. Ezra fronça les sourcils et se pencha pour observer l'instrument. Peut-être un piège, dit-il à voix basse. Ou peut-être un raccourci. Il se tourna vers Liam. Et ton cheval, qu'en dit-il? Liam leva la petite sculpture de bois. Le cheval, figé dans sa paume, semblait animé, sa tête s'était tournée vers le nouveau sentier, et ses yeux taillés dans le bois luisaient d'une clarté intérieure. Les deux artefacts s'accordent, murmura Ezra, songeur. Peut-être que la forêt a choisi de nous aider plutôt que de nous barrer la route. Il ajusta son sac. Nous prendrons ce chemin. Mais soyez sur vos gardes. Les arbres changeants ne font jamais de cadeaux sans raison. Le nouveau sentier se resserra bientôt, si étroit qu'ils durent avancer en file indienne, Ezra en tête, Noah derrière lui, Liam fermant la marche. Le tintement des cristaux se fit plus doux, presque mélodieux, comme si la forêt leur fredonnait une berceuse. Malgré les avertissements d'Ezra, Noah sentit peu à peu la vigilance l'abandonner. Le chant cristallin le berçait, le plongeait dans une torpeur paisible. « Reste attentif. » lança Ezra sans se retourner. « La forêt cherche à nous apaiser pour mieux nous égarer. » Noah secoua la tête, serra la main de son frère. « Reste près de moi, Liam. » Le plus jeune, le regard brumeux, acquiesça sans un mot. Ils marchèrent longtemps, peut-être des heures, sans qu'aucune ombre ne change. Le temps semblait suspendu dans la lumière ambrée et immobile. Puis, lentement, la forêt s'écarta. Les troncs s'espacèrent, l'air s'ouvrit, et devant eux apparut un vaste vallon. Ils se tenaient à présent au bord d'une pente abrupte, dominant une cuvette immense. En contrebas, des dizaines de petites mares circulaires parsemaient le sol parfaites, étincelantes, renvoyant l'éclat doré du ciel. Certaines n'étaient grandes que comme une assiette, d'autres aussi vastes qu'une piscine. Aucune ne suivait un ordre ou une symétrie, elles semblaient posées au hasard, comme les éclats d'un miroir brisé. Ezra s'arrêta, son regard adouci par le respect. « La vallée des souvenirs » murmura-t-il. « Marchez avec précaution. Ne touchez pas à l'eau sans mon accord. » Ils descendirent prudemment entre les bassins miroitants. De près, Noah remarqua que la surface de chaque eau était parfaitement immobile, si calme qu'elle paraissait solide comme du verre. Pourtant, une sensation étrange lui faisait pressentir une profondeur infinie sous ses reflets. « Qu'est-ce que c'est » demanda Liam, fasciné par une flaque qui semblait respirer. « Des bassins de mémoire » répondit Ezra. Il recueille les moments, les instants vécus à proximité, ou ceux qui ont compté pour les âmes passées ici. Il s'agenouilla devant l'un des plus grands bassins. Certains sont anciens. Très anciens. Ils gardent des souvenirs d'avant que les hommes ne foulent ces montagnes. Peuvent-ils nous montrer où sont nos parents? S'enquit Noah, l'espoir vibrant dans sa voix. Pas directement. Mais peut-être nous révéleront-ils où ils sont passés. Ezra observa le compas que Noah tenait encore. Que te dit-il? La pointe oscillait lentement d'un bord à l'autre de la vallée. Il ne pointe nulle part, c'est comme s'il cherchait, répondit Noah. Ezra fouilla dans sa besace et en sortit une petite flasque d'argent. Nous devons affiner notre recherche. Il dévissa le bouchon et laissa tomber une seule goutte dans l'eau. La surface se troubla, puis s'éclaircit à nouveau, révélant une image mouvante venue du fond du bassin. Noah et Liam se penchèrent, fascinés. Ils virent leur père, à genoux devant un bassin semblable, prélevant l'eau dans de petites fioles et notant des observations dans un carnet. « C'est papa » souffla Liam. « Oui » confirma Ezra. Un souvenir récent. Dans la vision, leur père leva soudain la tête, comme alerté par un bruit. L'image pivota, leur mère s'approchait, le visage rayonnant d'excitation. Ensemble, ils s'éloignèrent en suivant un sentier vers l'autre bout de la vallée.
puis l'eau redevint calme, ne reflétant plus que le ciel. Ils étaient ici, dit Noah. Et maman avait trouvé quelque chose. Oui, répondit Ezra doucement. Ton père recueillait les mémoires. Peu d'étrangers savent comment préserver ces eaux. Il étudiait la montagne depuis des années, expliqua Noah. Ces derniers étés, il nous emmenait avec lui pour écouter les histoires locales. Essayons un autre bassin, proposa Théil. Ezra versa à nouveau une goutte. Cette fois, l'image qui monta des profondeurs appartenait à un autre temps, un Ezra plus jeune marchait dans la vallée, accompagné d'une femme aux cheveux noirs et de 2 enfants. C'est toi, dit Liam, stupéfait. Le vieil homme resta silencieux un moment, les traits marqués par une douleur ancienne. Dans l'image, son double riait, montrait les bassins aux enfants qui couraient autour de lui. Tu avais une famille, murmura Noah. Oui. Autrefois, répondit Ezra d'une voix rauque. Que leur est-il arrivé? La montagne me les a pris, ou peut-être est-ce moi qui les ai perdus par orgueil. Il redressa les épaules, le regard sombre. C'est pour ça que nous devons retrouver vos parents vite. Plus on reste ici, plus la montagne retient. À cet instant, un bassin éloigné se mit à bouillonner violemment. Une silhouette sombre y émergea à moitié avant de replonger dans les profondeurs. Qu'est-ce que c'était? Demanda Liam, serrant son cheval contre lui. Quelque chose qu'il vaut mieux ne pas réveiller, répondit Ezra d'un ton grave. Venez. Et ne fixez aucun bassin que nous n'avons pas ouvert nous-mêmes. Certaines mémoires peuvent vous piéger si vous vous y perdez. Ils gagnèrent la pente opposée de la vallée, où le sol se couvrait de roches étranges, sculptées par le vent. Noah s'arrêta, frappé, plusieurs formations évoquaient des silhouettes humaines, têtes massives, épaules voûtées, bras figés dans des gestes muets. Certaines ne dépassaient pas sa taille, d'autres s'élevaient à 5 mètres au-dessus d'eux. Ne les fixe pas trop longtemps, conseilla Ezra d'une voix basse. Et évite de leur tourner le dos. Ce ne sont que des pierres, tenta Noah, même si une inquiétude montait déjà en lui. Des sentinelles de pierre, corrigea Ezra. Les gardiennes des profondeurs. Elles paraissent inertes, mais elles observent. Elles écoutent. Et parfois, quand on détourne les yeux, elles bougent. À peine eut-il prononcé ces mots que Liam tressaillit. Je te jure, celle-là, elle regardait ailleurs tout à l'heure. Probablement, répondit calmement Ezra. Elles sont curieuses. Elles veulent savoir qui passe. Noah sentit les poils se dresser sur sa nuque. Le compas dans sa main vibrait, sa pointe osseuse indiquant toujours la montée vers un col étroit entre 2 pics acérés. Tes parents ont dû emprunter cette voie, dit Ezra. Les sentinelles gardent tous les accès à la montagne intérieure. Elles sont dangereuses, demanda Noah. Pas d'ordinaire, répondit-il. Ce sont des gardiens, pas des bourreaux. Elles s'assurent seulement que ceux qui passent ont leur place ici. Le problème, c'est qu'elles estiment que très peu d'êtres y ont droit. À mesure qu'ils gravissaient la pente, les statues devenaient plus nombreuses, plus détaillées, leurs visages prenaient l'expression, leur corps semblait prêt à se mouvoir. Noah avait l'impression qu'à chaque clignement d'œil, elles se rapprochaient imperceptiblement, toujours tournées vers eux. Je n'aime pas ça, murmura Liam. On dirait qu'elles se referment sur nous. Il serrait fort sa figurine, qui était devenue tiède, presque vivante. Noah se retourna et son cœur se serra. Le sentier qu'ils avaient emprunté n'était plus ouvert. Derrière eux, des dizaines de sentinelles s'étaient déplacées, formant un mur silencieux de pierres et de regards immobiles. Leur seule issue désormais, était vers l'avant. Lorsqu'ils traversaient le passage étroit bordé de pierres immobiles, Noah lança un regard inquiet derrière lui. Ezra, murmura-t-il, ils sont derrière nous maintenant. Je m'y attendais, répondit calmement l'homme à la barbe grise. Les sentinelles éprouvent.